Alors, je vous ai manqué. Ah, la douceur et la langueur du mois d'août. Ces plages bondées, ces mers polluées, ces routes engorgées, ces longues soirées qui s'étirent au son des grillons et des voisins qui crient « Apéro !» Tout n'est que luxe, calme et volupté. C'est aussi un mois privilégié pour ce qu'on appelle les lectures de l'été. Des lectures qu'on dit frivoles, qu'on dit de peu de conséquences, qui sont parfaites pour étaler sur sa serviette de plage. Moi aussi, en août, chaque année, j'ai développé mes petites habitudes, mon petit train-train. Faute de voyager car tout est excessivement cher, je voyage dans la beauté des mots. Enfin, beauté. J'explore non pas des livres mal écrits, mais des livres qui se veulent être bien écrits par des personnalités connues, que l'on reconnaîtrait tous, ou en tout cas dont les noms nous parlent. L'année dernière, j'ai commencé avec Frédéric Beigbeder, chronique d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Chaque page lue, chaque paragraphe lu, me faisait questionner ma propre santé mentale. Tant et si bien que, de fil en aiguille, j'ai fini par documenter cette expérience, car il s'agissait vraiment d'une expérience, sur mon compte Instagram. L'initiative a beaucoup plu. Et alors je me suis vraiment rendu compte que, ensemble, on est vraiment plus fort. Vous m'avez aidé à traverser cette adversité. Cette année, j'hésitais un petit peu tant le champ de nullité me semblait vaste et infini. Et alors, telle une coïncidence miraculeuse, je découvre que Marlène Schiappa a publié son tout nouveau livre en juin 2024. J'étais déjà familière des prouesses littéraires de Marlène Schiappa, notamment grâce à une grande booktubeuse, Margarito, qui, dans un élan de sacrifice assez remarquable, a dédié 3 lives sur Twitch à la lecture complète, intégrale, d'un des livres que je vais aussi traiter dans cette vidéo. Si jamais vous avez vraiment envie d'avoir les dessous des dessous, ligne par ligne, mot par mot, et de vivre cette douleur avec, je vous mets les liens dans la barre de commentaires. L'été des daubes 2024 peut donc commencer avec 2 livres de Marlène Schiappa. Avant d'aller plus loin, je ne peux que vous demander du fond du cœur de regarder cette vidéo sans adblocker, de relancer. Il n'y aura qu'une pub au début et une autre à la fin de la vidéo pour que je puisse justement partir en vacances et décompresser après toutes ces souffrances endurées. Peut-être le nom de Marlène Schiappa ne vous dit rien, et c'est possible, c'est même tant mieux pour vous, peut-être. Après tout, l'autre jour, j'étais dans la rue et j'entendais un groupe de personnes parler, et l'un d'entre eux mentionne Johnny Hallyday, et l'un d'entre eux répond « Ah oui, Johnny Hallyday, il était connu, je crois. » Donc c'est une belle leçon d'humilité. Il ne faut jamais présupposer de ce qu'on tient pour évident. Marlène Schiappa est une femme politique française, autrice, essayiste. Elle a été notamment secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Tout ça. Elle a été ministre déléguée chargée de citoyenneté. Depuis 2023, elle a été écartée du gouvernement et aujourd'hui, elle est associée chez Tilder, probablement un cabinet de conseil à la frontière du lobbyisme. Bon, voilà. Elle est connue pour sa loyauté indéfectible envers Emmanuel Macron. Elle est une macroniste, une marcheuse de la première heure, comme elle le dit elle-même. Je le précise parce que ça va être important pour la suite de la vidéo. Si ça ne vous dit toujours rien, je vais dire Emmanuel Schiappa. Elle est aussi connue pour avoir fait la une de Playboy en pleine crise des Gilets jaunes et avoir passablement énervé Elisabeth Borne à l'époque. Et plus récemment, elle a été auditionnée et vivement critiquée pour son rôle, ou en tout cas le rôle de son cabinet, dans l'affaire du détournement du fonds Marianne, qui est un fonds créé à l'initiative de son cabinet après l'assassinat terrible de Samuel Paty. Non mais c'est assez extraordinaire ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'avec 3 membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur, comment dirais-je, une séquence de 3 semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir. Dans sa vie personnelle, elle est divorcée,
Elle a eu 2 filles avec son ex-mari qui est aussi en politique. Son nom m'échappe. Et aujourd'hui, elle est en couple avec Mathieu Savignac, qui est le président de la MGEN, une mutuelle très puissante, très proche du pouvoir. Et il est fan de basket et il a des tatouages. Ça va être important pour la suite aussi. On n'aurait pas cru. Et Marlène Schiappa a toujours fait beaucoup réagir. En tant que femme politique, en tant que femme, en tant que personnalité publique et politique. Mais juste pour qu'on soit clair, le but de cette vidéo n'est certainement pas de passer sa vie au crible, de rentrer dans les détails de tout ce qu'elle a pu dire, faire, se battre, ses valeurs. Le but, c'est vraiment de faire hi ha 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 sur certains de ses livres. L'idée n'est certainement pas d'inciter à la moquerie gratuite, à la méchanceté sur sa personne. C'est jamais mon but. Ça fait longtemps que Marlène Schiappa publie des livres, alors au début plutôt des formes un peu d'essais non-fiction. Marlène Schiappa écrit plein de choses, que ce soit des essais, des traités, des livres un peu inqualifiables, des fictions, des romans érotiques. On parle quand même d'un total de 36 livres publiés. 36 livres! C'est 36 livres de plus que moi. Et pas juste écrits, pas juste dans les cartons, qui ont été publiés par des maisons d'édition, qu'on peut acheter avec du vrai argent. Son écriture doit avoir des secrets qu'il me faut découvrir pour peut-être espérer un jour moi-même suivre ses traces. On commence avec ce premier livre au titre aussi poétique qu'évocateur. Sexe, mensonge et banlieue chaude. Ce livre a été publié aux éditions La Musardine sous son nom de plume, Marie Minelli. Je trouve, juste pour faire un aparté, que c'est tout à fait normal, voire bienvenu, d'écrire des livres érotiques sous un nom de plume. Je ne fais pas partie des gens qui trouvaient normal, en tout cas, de la questionner jusqu'à l'obliger presque de dévoiler que oui, c'est bien elle qui se cache derrière ce pseudo. Le personnage principal de ce livre, Sarah Bastide, est une jeune femme qui descend par son père d'Helena Rubinstein, une industrielle française pionnière de la cosmétique dont les usines et la marque ont été rachetées par L'Oréal après. La marque existe toujours d'ailleurs, j'ai regardé, sont des crèmes à 500, 800 euros. Donc là, l'héritage est toujours vivant. Du côté de sa mère, c'est un peu une sorte de Meryl Streep dans Le diable s'habille en Prada, parce que ce n'est pas juste qu'elle travaille dans la presse féminine, c'est qu'elle fait la presse féminine. Il faut que je vous dise que ma mère ne travaille pas seulement pour la presse féminine. Ma mère fait la presse féminine. Ou plutôt, ma mère est la presse féminine. Ok girl. Sarah est en couple depuis très très longtemps avec Amaury de Saint-Sauveur, qui lui descend d'une longue lignée aristocratique, avec sa mère Hombeline avec un H, et le papa qui n'apparaît que dans le premier chapitre. Donc on va pas s'embêter à retenir ou à aller chercher son prénom. Ça pose le décor pour nous, les pecnos, c'est dire que nous allons évoluer donc dans la haute société, de la haute société, vraiment les 1% des 1%. Dans le prologue, Sarah nous parle à cœur ouvert. Ou plutôt, elle parle directement au lecteur. Un procédé dont je suis pas fan et qui est récurrent chez Marlène Schiappa, car je le trouve assez fainéant. Mais en fait, c'est encore pire que ça, parce que Sarah, donc la personnage principale, s'imagine parler à une fille qui la regarde de l'autre côté de la rue. Et à ses yeux, nous sommes forcément, donc cette fille, est forcément une pouilleuse, pauvre, boudinée dans sa robe, mal fagotée. Mais attention, parce que elle, Sarah de la haute société, elle rêve d'être à la place de cette fille. Elle rêve d'échanger les places et de pouvoir aller au McDo, de pouvoir prendre le métro, d'être finalement banale et insipide. Tout comme nous, qu'ils sommes forcément, vu que nous ne sommes pas de la haute de la haute. Vous me connaissez. Je veux dire, vous ne me connaissez pas personnellement, mais vous me connaissez. Je suis celle que vous voudriez être. Si vous aviez regardé, vous auriez vu une fille qui cherche à s'enfuir, une fille qui étouffe dans sa robe inconfortable, qui rêve de traverser la rue et d'aller se mêler à la foule de touristes devant le magasin du PSG, de sentir l'humain, de se frotter aux racailles en basket, de rouler des pelles à ce grand black, et pourquoi pas, de boire dans le même gobelet en carton de coca que le gros qui sue dans son faux jogging Lacoste. Le livre commence avec Sarah Kiełowski, avec son cum, Amaury, et les parents de son cum.
Elle est en train de bouder, toute seule dans son coin, parce qu'il y a un nouveau spa qui a ouvert et on lui a interdit d'y aller. C'est vraiment trop injuste. Un peu énervée, elle décide de faire fi de l'avis du patriarche tout-puissant, Saint-Sauveur, et d'y aller quand même. Mais elle est tellement fatiguée du poids des conventions et du luxe qui l'entoure que, terrassée de fatigue, elle s'endort sur la table de massage. Elle se réveille bien plus tard, c'est déjà tard le soir, elle a été abandonnée et laissée sur la table de massage, une pratique courante visiblement dans les instituts de beauté de luxe. On ne savait pas. Nous, la plèbe, on découvre comment ça se passe. Sarah se lève, elle cherche la sortie et elle entend du bruit. Elle tombe sur une porte entrouverte où 2 employés du spa, un homme et une femme, sont en train de jouer à cache-cache. Sarah, en bonne descendante de lignée bourgeoise, décide de les observer en cachette. Et tout ça l'émoustille et lui donne envie aussi de jouer à cache-cache avec elle-même, toute seule, en les regardant. Jusqu'au moment où elle est repérée, et là elle se dit « Mince, il faut que je m'enfuis, il faut pas que je sois repérée dans cette situation. » Donc, elle sort dehors. En retournant vers le chalet, elle se dit qu'elle doit lourder son mec, Amaury, parce que, clairement, elle s'est rendue compte, juste par cette scène, de tout ce qui lui manque dans son couple. Cette petite escapade visuelle a changé la manière dont elle voit sa vie entière. Elle arrive au chalet, qui est curieusement plongé dans l'obscurité. Elle ouvre la porte et... surprise! Plein de gens sont là, pas juste sa belle famille, sa propre mère, plein d'amis. C'est donc Amaury qui la demande en mariage, devant tout le monde. C'était une fête de fiançailles surprise. Qui est la première personne qui s'est dit que c'était une bonne idée, ce genre de demande en mariage? Moi, je ne comprends pas. Cette première personne, il faut le retrouver et le détromper surtout. En fait, il fallait qu'il ne recommence jamais, qu'on voit que c'est une mauvaise idée et que ça ne donne pas d'idée à tous les autres. En plus, chez les riches, déjà, les discours pendant les mariages, c'est très mal vu. C'est vraiment de mauvais goût, c'est pas du tout une pratique courante. Alors, une demande en mariage semi-publique, comme ça, avec tout le monde, ça serait pas passé normalement chez les Saint-Sauveur et les Homblin et les hôtes de la haute. Comme Sarah se sent légèrement contrainte par la situation, tu m'étonnes, elle l'embrasse et elle fait mine d'accepter. Sarah travaille pour la fondation de sa belle-mère, la fondation Homblin Saint-Sauveur pour les femmes. Et ce matin-là, il y a une table ronde. Et il faut que je vous dise tout de suite avant d'aller plus loin, c'est que Sarah est vraiment insupportable. Elle passe son temps à critiquer tout le monde comme si elle était intellectuellement et moralement supérieure à tous les autres personnages. À la fondation, nous ne sommes plus à un paradoxe près. Nos donateurs sont persuadés qu'organiser des dîners de gala à 1 000 € le couvert agit efficacement contre la faim dans le monde. Et allouer un budget de 17 600 € acheté à l'achat de papier à lettres enluminées ne choque personne. Apparemment, sans qu'on sache vraiment pourquoi, Sarah ne devrait pas travailler pour la fondation de sa belle-mère. C'est une question de féminisme, en fait, de ne surtout pas travailler pour une fondation qui finance et qui est en faveur des droits des femmes. Sa mère, celle qui fait la presse féminine, lui dit qu'elle doit vraiment changer de job devant Homblin, donc devant sa patronne et sa future belle-mère. Mais Sarah ne veut pas de l'aide de sa mère, car elle veut réussir par elle-même. « Maman, je t'ai déjà dit d'arrêter de me pistonner. C'est super gentil, mais si je dois trouver un nouveau job, ça doit être par mes propres moyens. Non, vraiment, cet héritage médiatique au carrefour du luxe, des affaires et des médias ne me servait pas. » En entendant cette conversation, l'ennemie mortelle de sa maman, une journaliste qui n'est intéressée que par les goodies et tout ce qu'elle peut avoir de gratuit, envoie à Sarah une proposition de job pour France Télévisions, encore une fois sans qu'on sache très bien quelles sont les compétences de Sarah, et c'est une candidature anonyme. Sarah le cache à tout le monde, parce que visiblement ça créerait des problèmes. Et oui, bien sûr, les riches ont envie d'accéder à des postes à responsabilité par leurs propres moyens, et pas du tout par leur réseau de connaissances, de sociabilité, pas du tout par le huis clos qu'ils entretiennent génération après génération. Non, non, non. Sarah débarque dans le bureau, au travail d'Amaury, pour lui annoncer qu'elle veut changer de travail. Lui, il ne le comprend pas et il pense qu'elle est en train de lui dire qu'elle veut arrêter de travailler. Et il dit « Ouais, mais c'est super que tu veuilles arrêter de travailler pour te consacrer aux tâches domestiques, c'est vraiment génial. » Ce qui agace Sarah. Amaury lui parle vraiment comme à un bébé, il lui coupe tout le temps la parole, il l'écoute pas vraiment.
C'est à se demander pourquoi ils sont ensemble et quelle est vraiment leur relation. Sans transition, Sarah commence donc à parler de leur vie sexuelle, ou plutôt la misère de leur vie sexuelle, comme ça, au travail. Moi aussi, je bosse à Maury, et ça ne m'empêche pas d'avoir des besoins. Tu m'entends ? Je suis une femme. Une femme. J'enlève mon trench et je commence à déboutonner mon chemisier. Tu vois ça ? C'est mon corps. Et mon corps s'ennuie avec toi. Il s'ennuie profondément parce qu'on ne fait jamais rien. Tu préfères caresser tes papiers que ma peau. Je suis très fière de cette réplique sanglante. Mais alors qu'une partie de cache-cache était en train de commencer, Amaury reçoit un appel et Sarah doit s'en aller, frustrée. Elle est tellement énervée qu'elle décide de postuler au job pour France TV car si elle ne peut pas avoir son 4 heures, elle aura au moins un boulot. Et toc. Sarah est dans un taxi avec sa mère qui est en train de critiquer Ombline de Saint-Sauveur. Elle est en train de dire que c'est une BCBG coincée, etc. Ça n'a juste aucun sens parce que la mère de Sarah et Ombline de Saint-Sauveur, elles viennent exactement du même milieu. C'est complètement illogique ce genre de réflexion et il y en a plein dans le livre parce que on nous fait croire que Sarah est une nouvelle riche, qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle n'a pas les codes, alors qu'en fait, elle descend de 2 lignées d'élite des ultra-riches. L'arbre généalogique ne suit pas du tout et c'est bâclé. Et vraiment, moi, ça me dérange pas qu'il y ait une fiction sur les ultra-riches, etc. C'est juste que ça n'a aucun sens. Voici ce que dit Amaury à Sarah. Un nouveau sac, j'imagine ? Ah non, pardon, non, c'est pas Sarah. Un nouveau sac, j'imagine ? Tu n'en as pas déjà assez ? Tu coûtes cher, Sarah. Tu crois que s'ils avaient tout dilapidé, les Saint-Sauveur seraient parmi les premières fortunes familiales de France ? Nonobstant tes habitudes, quand on sera marié, il faudra que tu te comportes comme une Saint-Sauveur, pas comme une parvenue. Zéro sens, zéro logique. Ensuite, Sarah prend le métro où elle se sent enfin libre, elle se sent enfin être elle-même. Dans le métro, elle reçoit un appel de France TV qui lui dit de venir pour l'entretien d'embauche. Le soir même, Sarah et Amaury se rendent à une pendaison de crémaillère, mais Sarah n'a pas du tout envie d'y aller. Je n'ai aucune envie d'y aller. J'aimerais rentrer me doucher, enfiler un pyjama H&M en coton et manger des rillettes directement dans le pot, devant un replay de Cyril Hanouna dans Censure. Et quand il pète, il troue son slip. Mais je doute fort que ce soit du goût d'Amaury. Voilà le rêve, la psyché profonde de ce personnage qui nous bouleverse toujours plus, page après page. Ils arrivent à cette pendaison de crémaillère et on découvre que, en fait, l'élite fait des gangbangs à foison, qu'il y a tellement de MST que ça devrait être une préoccupation de l'Agence nationale de santé. C'est vraiment un élément de la classe des riches que j'avais pas du tout en tête et je suis étonnée que les Pinsons Charlot n'aient pas du tout mis en lumière cette dimension-là dans leurs travaux sociologiques. Dans cette soirée de gens adultes, des gens adultes décident de lancer le jeu de la bouteille. Moi, j'ai dû y jouer une demi-fois quand j'avais 16 ans et encore ça n'a jamais été rigolo. Mais que sais-je, moi je suis une pecnote donc clairement les secrets des élites ne m'ont jamais été accessibles. Au jeu de la bouteille, Sarah se retrouve à devoir embrasser Stan. Stan qui est le copain d'une de ses meilleures amies qui est Stella. Stella et Ophé étant les 2 besties de Sarah. Après le bisou, Stan a une réaction physique remarquée par tout le monde, donc il s'éclipse avec élégance aux toilettes et avec un petit clin d'œil en disant qu'il va s'occuper de cette réaction tout à fait naturelle. Amaury fait part à Sarah de son mécontentement de ce jeu et qu'en plus elle ait embrassé quelqu'un d'autre au jeu de la bouteille. Je comprends. Sarah lui dit qu'il n'est qu'un gros relou et comme ils sont dans une chambre à part, ils décident de se lancer dans une partie de cache-cache. Et quand Amaury est vraiment content, au bout de la partie de cache-cache, on apprend que il crie « Vive la France !» Il n'exprime pas le nom de sa partenaire ou de son partenaire, non, il crie « Vive la France !» voilà. Ok. Suite à ces ébats, Sarah se rend dans la salle de bain où elle tombe sur Stan, qui n'avait donc pas fermé la porte. Le cornichon, donc bien à l'air, bien dénudé. « On peut s'amuser, non ?» dit Stan. « YOLO !» Et Sarah pense. « Mais si Pasteur s'était dit YOLO, il n'aurait pas trouvé de vaccin. » Ok. Pris d'une luxure irrépressible, tous les deux commencent à jouer une partie de cache-cache dans la salle de bain.
Et ils font même une partie assez spéciale à base de renfoncement brun, comme dirait un grand poète de notre génération. Personne ne s'aperçoit qu'il manque et qu'il y a des cris d'une animalité certaine qui sort de cette salle de bain. Non, le divertissement continue et ils retournent tous les deux à la soirée comme si de rien n'était. Rappelons que Sarah est avec Amaury et Stan avec Ophé, ou Stella. Je vais me tromper du début à la fin. Après toutes ces émotions d'une soirée sans doute banale pour l'élite, il est l'heure pour Sarah d'aller passer son entretien à France Télévisions. Dans la salle d'attente, elle a une pensée très pertinente en se demandant si elle aurait dû laisser un pourboire à la personne de l'accueil. En fait, Sarah, il y a être blindée de thunes, être déconnectée de la réalité, et il y a vraiment être bête et penser n'importe quoi. C'est ça que je veux dire dans la satire pour la satire, c'est qu'à un moment, plutôt que de penser et de réviser des questions potentielles pour un entretien d'embauche, Sarah décide que c'est le bon moment de faire la liste des qualités d'Amaury, pour décider si oui ou non elle se voit l'épouser. Et ouf, tout va bien car elle décide qu'elle l'aime bien. Mais en regardant autour d'elle, Sarah se rend compte que dans le groupe des gens qui vont passer l'entretien, elle est la seule blanche. En plus d'être perspicace, Sarah a étudié 5 ans la sociologie et donc elle est en mesure de nous apprendre que les biais racistes sont à l'œuvre dans les processus de recrutement, en France notamment, et donc la probabilité qu'elle soit la seule blanche est quand même très faible. Elle appelle donc Brigitte, la journaliste qui lui avait dit de postuler, et Brigitte lui dit que bah oui, c'est un programme diversité, donc pas de panique. Tu es brune, tu n'as qu'à dire que tu es marocaine. Sarah décide donc de jouer le jeu, parce que sinon il n'y aurait pas de livre. Donc pour faire bien croire qu'elle est marocaine et qu'elle vient de Saint-Denis, elle ajoute « wesh » à toutes ses phrases. Le camouflage est parfait, sa couverture n'est pas grillée. Après l'entretien, Sarah repart même en RER pour ne pas éveiller les soupçons des autres candidats, surtout d'une autre candidate. Tant mieux, car c'est dans le RER qu'elle se sent véritablement libre, véritablement elle-même. Une opinion d'ailleurs partagée par les millions de franciliens qui, chaque année, quotidiennement, doivent prendre l'ensemble de ces lignes. Un vrai bonheur. Impossible de ressortir du RER sans éveiller les soupçons. J'achète un ticket et je me laisse porter par les escalators. Sur le quai, face au plan de RER, je me sens étrangement à l'aise. Et surtout, libre. Toutes ces petites intersections sur le plan du métro me semblent briller comme autant de promesses. De retour à la fondation pour son travail sur les réseaux sociaux, Sarah prend en douce une photo de sa collègue, Clarisse, la comptable, qui est en train de manger une pâtisserie. Bien sûr, Sarah la trouve écœurante. Discrètement, je sors mon BlackBerry et prends Clarisse en photo pour l'envoyer à ma mère. Elle lance aujourd'hui son site de régime 333.com et rêve secrètement de faire poser de force un anneau gastrique à Clarisse. Honnêtement, c'est quel cerveau malade qui a imaginé ce scénario, qui a pu penser ça, même si on est dans la satire? Est-ce qu'on est vraiment dans la satire de la grossophobie? I don't think so. Courage. Oh, gardez vos nerfs. Dans un moment de réflexion vraiment profonde, Sarah se dit qu'elle est véritablement coincée dans sa prison dorée et donc elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle l'épouse Amaury et qu'elle monte sur son travail parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa tête, elle ne voit que 2 choix. Soit elle épouse Amaury, elle est coincée dans ce mariage, soit elle rompt les fiançailles, ce qui veut dire qu'elle va nécessairement perdre son boulot, sa fortune, sa réputation, enfin, vraiment la trajectoire de élite bourgeoise à SDF en un claquement de doigts. C'est littéralement ce qu'elle nous dit. C'est vraiment se demander à quoi ça sert de venir d'une fortune familiale sur 4, 10, 18 générations. Maintenant qu'elle et d'autres candidats ont été sélectionnés pour faire partie du programme Diversité de France TV, elle se dit qu'elle doit faire davantage illusion. Elle doit paraître, en fait. L'habit du moine n'est pas le même. Donc elle se lance dans une séance de relooking en mode fille de banlieue. Donc peu ou prou de ce qu'on comprend, c'est qu'elle se transforme en une version AliExpress de Jennifer Lopez. Quand elle arrive à France TV, Djalil est déjà là. Djalil fait partie des candidats qu'on a rencontrés au chapitre précédent, mais c'était tellement inintéressant que je ne suis pas rentrée dans les détails. Et il y a d'autres personnages, ils sont tous peu ou prou des marionnettes qui n'ont que des carcasses en fait au service de l'intrigue.
c'est-à-dire de tout ce qui concerne Sarah, la jeune blanche qui se fait passer pour une Marocaine. Jalil, lui, est habillé exactement de la même manière qu'hier, parce que oui, lui, il vient de banlieue, donc il est pauvre, donc forcément, il n'a qu'une seule tenue, un même t-shirt froissé. C'est ça la réalité des banlieues. Sarah l'observe de loin et lui trouve quand même quelque chose d'un petit peu troublant. Il dégage un je ne sais quoi de sensuel. Ses mains impuissantes, ses ongles mal coupés, même son gobelet de café fumant sans le sexe. Oh, que faut-il faire? Une paire de bises? Une poignée de main? Et que suis-je censé dire? Salam alaikum, mon frère? Comment se dit-on bonjour dans les quartiers chauds? Qu'est-ce qu'il a fallu à l'humanité pour qu'on lise ce genre de phrase? Je ne sais pas. Retenons quand même que Jalil devrait investir dans un nouveau savon, car l'odeur de ses parties intimes n'est pas censée s'étendre jusqu'à un objet qu'il tient. Ensuite, il y a une conversation inintéressante, mais un élément important, on va dire, pour la suite, où les personnages donc parlent d'une personnalité qui s'appelle blogueuse tunisienne. C'est une femme tunisienne très active sur les réseaux sociaux, surtout en pleine crise sociale qui a lieu dans le livre en Tunisie. Et elle a disparu sans laisser de traces du jour au lendemain sur l'ensemble des réseaux sociaux. Sarah se réveille aux côtés d'Amaury, son fiancé. Pendant qu'il se prépare pour aller au travail, elle le détaille des pieds à la tête et elle se dit qu'il doit avoir pas loin de 15 SMIC sur lui. J'ignorais que le SMIC était une unité de mesure courante chez les ultra-riches, mais bon, nous les pouilleux, sinon je pense qu'on pourrait pas comprendre qu'il est vraiment habillé de manière très très riche. Pendant cette préparation matinale, Amaury se rend compte que en fait, il a bien envie de jouer à cache-cache avec Sarah. Et sauf que malheureusement, ou je ne sais pas, mais en tout cas, Sarah se dit, pendant qu'il s'active, qu'elle n'a vraiment pas de désir pour lui. Donc elle s'imagine qu'elle est en train d'être non pas avec son fiancé, mais avec le livreur du Daily Monop qui sent la transpiration. Je vais vous lire la description qu'elle fait de son fiancé qui est assez éloquente. Je regarde Amaury. Il me dégoûte. Sa taille moyenne, son regard vide, son haleine de surimi mêlée au gel douche Saint-Laurent, ses parents consanguins, sa peau cireuse comme celle d'une statue. J'essaye, pourtant, je fais des efforts pour me souvenir de ce qui m'avait attiré chez lui. Tandis qu'Amaury laisse traîner une langue aussi râpeuse que baveuse sur mon cou, je repense à Stan et à notre moment dans la salle de bain. Je saisis son et me mets à l'astiquer vigoureusement, machinalement, qu'il jouisse et qu'on en finisse. Franchement, j'ai du mérite. À cet instant, je me dis que j'ai pas besoin de me chercher une carrière. Je suis une vraie... Ne vous en déplaise. Ce passage-là, je vais pas mentir, il est exceptionnel. Il fait vraiment partie des 2 passages qui me font pas regretter d'avoir lu ce livre. On est dans un remake de Anna Karenine qui se rend compte, en cherchant des excuses pour dire qu'elle n'aime plus son mari, qu'il a des grandes oreilles. À partir de là, tout est focalisé sur ses oreilles et donc elle ne peut plus l'aimer parce qu'il a des grandes oreilles. Et ouais, il y a Anna Karenine, il y a sexe, mensonge et banlieue chaude à peu près au même niveau. Lorsqu'Amaury part, heureux d'un devoir qu'il pense donc avoir accompli pleinement, Sarah continue de s'amuser seule et utilise non pas des objets, des jouets développés à cette intention, mais elle saisit une bouteille de Rexona de 25 cm de diamètre. Oui, c'est précisé. Oui. C'est un placement de produit audacieux et original, il faut le reconnaître. La journée ne fait que commencer car débarque Amel, la wedding planeuse qu'on va plus revoir d'ailleurs après, et Sarah lui demande de la relooker parce qu'elle s'appelle Amel, donc elle aussi elle doit connaître les codes de la banlieue. On a droit à un deuxième relooking en mode banlieue, peut-être parce que Marlène Schiappa avait oublié qu'elle avait déjà fait un relooking. Mais bon, c'est un passage très similaire et maintenant, notre Sarah from the block, elle est prête. Sarah va à France TV en RER et dans le RER, elle observe Soraya, donc une des personnes du programme Diversité, qui drague Jalil dans le RER. Bien sûr, Sarah est folle de rage et jalouse. Après tout, de quel droit Soraya a une interaction avec Jalil? Sarah lui a parlé 2 fois 15 minutes quand même depuis le début du livre. Sans transition, la voilà qui dit bonjour à Jalil. Une odeur de musc, de transpiration, de café fort. Bref, une odeur de mal. Je jurerais même qu'il sent un peu la... Un délicieux frisson remonte dans mon dos. Sarah, tu veux dire un frisson de dégoût, j'espère.
Je m'inquiète à la fois de ses capacités olfactives surdéveloppées et d'un potentiel problème médical chez Jalil. C'est pas normal d'empester autant. Dans la salle de rédaction avec tout le programme diversité, une employée de France TV qui chapeaute ce programme leur explique qu'ils vont être envoyés à l'aveugle comme ça, sans préparatif, sans brief, chercher sur le terrain des sujets de banlieue. Elle fait un super discours pour les motiver et elle dit « Ouais, on va leur montrer qu'on n'est pas que le quota de diversité de France Télévisions, ouais !» Et tout le monde applaudit. Ils sont séparés en plusieurs groupes. Ils partent à 4 avec Sarah, Jalil, Aïssatou et une grande reporter pour aller directement sur le terrain car apparemment une émeute vient de commencer à Saint-Denis. Pas besoin d'un raison, hein, c'est Saint-Denis, donc il y a forcément des émeutes. Évidemment, Sarah a peur d'être démasquée parce que c'est le quartier dont elle a dit qu'elle était originaire et où elle a jamais mis les pieds. Ta, roulement de tambour. Dans le bus, Aïssatou, qui est assise à côté d'elle, lui dit qu'elle sait très bien qu'elle est démasquée, qu'elle sait qu'elle n'est pas marocaine, mais qu'elle est Sarah Bastide, parce que Aïssatou avait déjà participé à un événement de la fondation où Sarah travaillait, donc elle est parfaitement au courant de qui elle est, mais évidemment, elle ne va rien dire à personne. Aïssatou, il y a une gosse de riche qui infiltre un programme qui n'est pas fait pour elle, tu ne la connais pas, et comme ça, tu décides d'être solidaire ? Après, c'est un personnage secondaire, donc nous n'en saurons jamais plus sur les motivations d'Aïssatou. Tandis que dans le bus, ils ont une conversation sur le conflit en Syrie, Sarah se regrette d'avoir appris par cœur l'album de Booba parce qu'elle ne pensait pas que, en banlieue, on parlait de sujets géopolitiques. Ne vous en déplaise. Et je veux juste faire une pause ici. Bien sûr que Marlène Schiappa, c'est la première à se moquer de son personnage, à se moquer de Sarah. Elle veut montrer à quel point elle est en décalage complet avec le monde normal. Sauf que, comme aucun des personnages n'est construit, on a l'impression d'être vraiment dans une forme de sarcasme parodique qui s'étire, et à force de se moquer de tout le temps, et que rien n'est de matière, on sait plus de quoi on se moque. Et je voulais le préciser parce que quand on lit le livre, on s'en rend compte. Quand c'est moi qui raconte le livre, on peut se dire que c'est vraiment d'une bêtise abyssale. Il y a de la bêtise, certainement, et beaucoup de choses problématiques, mais ne prenons pas Marlène Schiappa non plus pour une buse. Je ne sais pas. Quand il sort de la station de RER Saint-Denis, Sarah pense immédiatement qu'elle est face à une menace terroriste. Pourquoi ? Car un grand barbu s'approche de Jalil et le salue. La grande reporter demande à Sarah d'aller trouver une racaille ou deux, pourquoi pas idéalement à côté de voitures qui brûlent. Elle veut que ça chauffe, elle veut que ça choque. C'est à se demander si elle n'est pas plutôt une journaliste CNews infiltrée à France TV. Comme il ne trouve rien qui s'apparente à cette émeute urbaine, il rentre dans un garage, il commence à questionner le propriétaire du garage, et plutôt que de rentrer bredouille, Sarah propose qu'on fasse un documentaire sur ce garage, sur le garagiste, pour montrer les honnêtes travailleurs de la cité. Bravo Sarah, quel esprit d'initiative. Elle a vraiment le cœur sur la main, cette petite. Je suis ravie de faire partie de cette aventure qui est avant tout humaine. Sarah et Jalil décident d'aller faire des prises de vue dans l'entrepôt pendant que Aïssatou et la grande reporter interviewent le propriétaire du garage qui s'appelle Ignacio Gomez. Retenez bien son nom car il est à l'origine d'une incohérence future, tapis dans l'ombre pour l'instant. Dans l'entrepôt, Sarah trébuche. Oups, je suis maladroite. Et Jalil l'aide à se relever. Quand leur peau se touche, il se passe quelque chose et ils se mettent à s'embrasser passionnément. Jalil la pénètre de sa langue. Sarah et Jalil décident donc de jouer à cache-cache là, tout de suite, sans capote, et sur le capot d'une voiture. Pendant que leurs collègues sont juste à côté, en train d'interviewer le propriétaire du garage. Et leur histoire n'a pas l'air très silencieuse. Comme dans mes fantasmes, Jalil est allongé sur moi, et son n'a rien envié à ma bouteille de Rexona. L'entrepôt sent la sueur, les fluides en tout genre. La vue des outils m'excite. La vieille couverture cracra est plus belle que tous les dessus de lit de soie que j'ai jamais vus. Et même la flaque d'huile là-bas, au fond, prend des airs d'oasis dans le désert. Mais visiblement, tout le monde autour d'eux a été frappé de surdité, car personne ne semble avoir entendu les cris de jouissance qui sortaient de l'entrepôt. Sarah se dit immédiatement deux choses, qu'elle va quitter Amaury,
et qu'elle veut présenter Jalil à ses parents. Rappelons-nous collectivement que Sarah et Jalil n'ont eu aucune conversation seule à seule depuis le début du livre. Peu importe, car ils ont connu l'extase ensemble. Sauf que, une fois leur partie de cache-cache terminée, Jalil dit à Sarah « Non, toi, vas-y, pars devant, sors avant de l'entrepôt, pour ne pas qu'on les voie ensemble. » Ce qui, en plus, est encore plus suspect que sortir tous les deux en même temps, vu qu'ils étaient entrés ensemble en même temps. Bref, en l'entendant ainsi, la rabrouer, elle a les larmes aux yeux. Elle pensait déjà qu'elle avait un avenir avec cet homme avec qui elle a joué à tourne-broche sur le capot d'une voiture. C'est ça l'amour pur, le vrai amour. Celui qui est au monde pour l'oubli du monde. Quand elle retourne à la fondation, Sarah découvre que Clarisse est en dépression, car la pâtisserie du coin a fermé. Sarah, dans ce chapitre très important, va déjeuner avec ses copines Ophé et Stella à Roland-Garros. Lorsque Sarah se rend aux toilettes du restaurant, elle tombe sur Stan, Monsieur Renflement Brun, le copain d'Ophé Stella, on ne sait plus, mais qui sont pas d'humeur cache-cache, ils sont d'humeur confidence. Stan lui raconte que le père d'Ophé lui fait du chantage. Ce papa, Paul-Henri, l'a surpris en train de se droguer. Donc il lui a dit « Ok, je dis rien à personne, mais dans ce cas-là, tu me dois du renflement brun. » Pardon, mais c'est un crime. Et c'est pour ça que Sarah a une réaction tout à fait appropriée, ou quand elle apprend la nouvelle, la confidence même de Stan qui s'ouvre à elle, ce qu'il n'a jamais dit à personne, elle lui dit « Ah ok », puis elle s'en va, elle retourne à la table. Ophé et Stella racontent leur combine pour ne pas payer trop d'impôts, et Sarah leur fait la morale. Car oui, après 4 heures bout à bout passées à Saint-Denis, elle est devenue une personne qui lutte férocement, farouchement contre les inégalités. Ses amis lui demandent donc cette question tout à fait pertinente quand on voit le livre. « C'est Mélenchon, quoi ?» Et vraiment, Sarah ne se sent pas à sa place. Elle se sent en décalage dans ce monde et face à ses amis qui, pourtant, sont ses meilleurs amis. Sans transition, Sarah raconte donc à ses amis le petit épisode du passage de levier de vitesse qu'elle a eu avec Jalil. Ses amis lui expliquent donc comment on siphonne le poireau d'une personne qui a un pénis. Elle lui explique, c'est-à-dire qu'elles se mettent à le mimer avec une des pailles de leur boisson, puis elles se mettent à s'embrasser toutes les deux, et elles vont encore plus loin en... Je sais même pas comment... Je pensais pas dire ces choses-là un jour dans ma vie. Elles se mettent à se titiller le bourgeon sous la table du restaurant, en public. Ophé attrape le bout de la paille avec ses doigts, comme si elle la ressort sa langue et accélère le rythme. Elle ferme à demi les yeux et elle gémit. Ou elle est une excellente comédienne, ou elle est excitée. Elle aspire franchement sa vodka orgeat, qu'elle laisse dégouliner le long de son menton. Soupire, s'essuie avec la main et rouvre les yeux. Après cet interlude pour le moins surprenant, reviennent à table Stan, Monsieur Renflement Brun, et Paul-Henri, le père d'Ophé, qui donc mériterait d'aller tout droit à la case prison. Sarah se crée un faux compte sur Facebook avec son nom marocain pour ajouter tous ses amis de France TV. Ce sera important pour la suite. Et oui, on crée les conditions d'un suspense insoutenable qui nous donne envie de tourner page après page. Sarah et Aïssatou sont missionnées pour se rendre à un endroit où il y a un mouvement de grève spontané qui vient de démarrer. Car visiblement, la chose la plus normale à faire, c'est d'envoyer 2 personnes inexpérimentées, sans préparation, sans supervision, comme ça, sur le terrain. Mais, coïncidence de fou, le bâtiment de l'entreprise où a lieu la grève, c'est l'entreprise du père de Sarah. Vraiment, elle devait être frappée d'amnésie pour ne pas reconnaître l'adresse, ni même le lieu, à part au moment où elle arrive. Sarah, qui voulait donc prouver à elle-même et au monde entier qu'elle pouvait avoir une carrière en toute indépendance, décide donc d'aller voir son papounet dans son bureau pour lui demander de faire une petite interview. Elle explique tout à son père, il se fout de sa gueule, ce qui est tout à fait légitime, mais il lui accorde l'interview. Pour brouiller les pistes et ne pas se faire repérer, Sarah, dans son immense bonté, décide de donner l'interview à Aïssatou. Grâce à l'interview, Aïssatou est immédiatement sélectionnée pour le prix des talents des cités. Et elle a tellement fait le buzz qu'on lui propose même un rôle dans Plus belle la vie. Une journaliste amateur. Sarah ramène des viennoiseries sur le lieu de travail, donc France Télévisions, et tout le monde est choqué. Car et oui, c'est le ramadan. Et bien sûr, Sarah ne pouvait pas le savoir. Elle va être grillée, oh non! Mais heureusement, encore une fois, Aïssatou sauve la situation et tout ça passe inaperçu. Maintenant, si jamais là tout de suite vous n'êtes pas assis,
Je vous demande de le faire pour probablement le pire chapitre que j'ai jamais lu de ma vie. Pour son anniversaire, Salomé a organisé une grande fête chez elle. Quand Sarah arrive, la soirée est déjà bien entamée, il est assez tard, et donc la soirée s'est naturellement transformée en une grande orgie. Un autre aspect de la culture des grands bourgeois passé sous silence par les Pinsons Charlot, je ne comprends pas quand même. Le premier spectacle qu'on nous décrit, qu'on nous donne à voir, est celui d'une mannequin noire qui n'existait pas avant, qui n'existera pas après et qui n'est pas nommée, qui est en train d'engager manuellement le fils de l'ambassadeur de Norvège. Plus loin, l'ancienne fille au père de Salomé est en train de cache-cacher avec 2 hommes en même temps. Ce n'est que le début. Le père de Salomé, le fameux Paul-Henri, le criminel, qui visiblement est donc présent à l'orgie d'anniversaire de sa fille, va voir la femme noire pour lui dire de s'occuper de lui à présent. L'ex-femme ou l'ancienne maîtresse devenue femme, j'ai pas trop compris, de Paul-Henri est là aussi, donc la mère ou la belle-mère de Salomé, observe toute la scène et elle semble satisfaite du service rendu à cet homme, à Paul-Henri le criminel, et elle va même jusqu'à avancer jusqu'à la scène, donner un billet de 200 € à la femme pour qu'il joue pleinement à cache-cache devant tout le monde. La chose se passe et à la jouissance, toute la salle applaudit. Je ne peux pas vous dire si c'est représentatif des orgies des grands bourgeois. Malheureusement, ou pas, je n'ai jamais été invitée. Sarah se dit que c'est un bon moment pour poster une photo sur son Facebook. Sans transition, elle se sent incroyablement seule à cette fête avec tous ses amis et tous les gens qui sont pourtant les gens avec qui elle a grandi et dont elle devrait se sentir proche. Comment expliquer que je me sente si souvent seule alors que tous les gens qui devraient compter pour moi sont réunis dans cette pièce ? Sarah est passablement éméchée et elle croit avoir une hallucination quand elle voit Jalil au fond de la salle. Et oui, car en postant la photo sur Facebook, Sarah s'est trompée de compte et elle a posté la photo avec l'adresse sur son faux compte Facebook qu'elle avait créé pour l'occasion. En voyant la photo, Jalil est immédiatement venu de Saint-Denis au Beau-Quartier. Il est rentré dans l'appartement orgiaque sans souci, car apparemment c'est très facile. Et il s'est dit surtout que c'était le bon moment pour avoir une discussion avec Sarah suite à l'épisode du capot de voiture. C'est pas ta plus grande fulgurance, Jalil, on va pas se mentir, mais au moins apparemment, il est lavé cette fois. Là, il a une vraie fulgurance car il remarque qu'il est effectivement au beau milieu d'une partouze bourgeoise, donc il décide de tourner les talons et de s'en aller. Sarah, voyant la scène et voyant Jalil qui est là, qui a dû se dire « Oh, mais que se passe-t-il ?» Elle sort dans la rue, à sa poursuite, sans téléphone, sans veste, en tenant ses chaussures à la main. Il va vers le métro, donc elle s'engouffre vers le métro, mais il est rentré dans la rame et elle n'a pas pu le rattraper. En voulant sortir du métro, Sarah tombe nez à nez avec 2 contrôleuses qui lui demandent, tout à fait naturellement, son titre de transport. La première pensée de Sarah, lorsqu'elle voit 2 contrôleuses RATP qui font leur travail, c'est de se demander si ces 2 femmes sont lesbiennes. Vraiment, ça ne s'invente pas, ces pensées. Et croyez-moi, c'est pas le pire truc que Marlène Schiappa a écrit sur les lesbiennes. Mais Sarah remarque que ces 2 femmes sont en train de reluquer l'entrejambe d'un musicien un petit peu plus loin, donc elles ne sont pas lesbiennes. Sarah leur raconte toute son histoire pour expliquer pourquoi elle ne mérite pas d'amende pour être sans titre de transport dans le métro. Et au nom de l'amour, pour un homme qu'elle connaît depuis 2 jours, elle décide de dire « Mais oui, on va t'emmener à Saint-Denis, à la poursuite de cet homme. » Il y a le dieu de la fiction qui ne mérite pas que tout s'explique, pourquoi pas. Sarah arrive donc en bas de Jalil, donc toujours sans téléphone, sans veste, avec ses chaussures à la main. Tout de suite, sa première pensée, c'est de se dire « Peut-être est-il juste rentré chez lui, chercher une bague de fiançailles qu'il aurait achetée pour moi. » Ma belle, selon toi, il n'a même pas eu le temps de prendre une douche, ni de changer de vêtements depuis que tu le connais, avec toute l'énergie que tu lui prends. Elle appelle à l'interphone, mais patatras. Une voix de femme répond. Cette personne se prénomme Leila et elle se présente comme la femme de Jalil. Sarah est donc dévastée et elle reste en bas de l'immeuble et elle stalke leur balcon. Et par un effet narratif qui n'a aucun sens, on apprend que Leila est enceinte. Sans doute Marlène ne savait pas comment justifier qu'on apprenne cette information, donc elle se dit bon, allez, on la met là.
Je ne vois pas les façades grisonnantes du mur. Je ne vois pas les volets rouillés. Je ne vois pas le carreau cassé. Et je ne vois pas que la silhouette de femme est disproportionnée. Je ne vois pas Jalil la forcer à s'asseoir sur le canapé miteux. Et je ne vois pas que son ventre est assez rond pour qu'il soit déjà marié depuis au moins plusieurs mois. Alors qu'elle est en train de pleurnicher assise près de la rue chez Jalil, car elle n'a, rappelons-nous, pas d'argent, pas de téléphone, rien, elle est reconnue par des jeunes grâce à l'interview avec Ignacio. Vous vous souvenez, le garage du stupre. Non mais on te connaît, t'es Sarah Benafid, t'as fait un reportage sur le garage de mon oncle. Depuis, c'est une vraie resta dans la Tessie. Ce jeune homme arabe est donc le neveu d'Ignacio Gomez. Je ne dis pas que c'est impossible, mais cohérence quand même. Sarah leur fait de la peine et se fait donc offrir un kebab, et sa première pensée... Je ne sais pas si c'est de la viande de dinde, d'agneau ou de chien. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer mon soir, quoi. C'est donc le petit matin et Sarah rentre chez elle, enfin plus précisément chez ses parents, et elle se rend compte que dans sa chambre, Amaury s'est endormi en l'attendant. Il a dû être fou d'inquiétude car elle est partie comme ça en trombe, sans donner de nouvelles, sans prendre ses affaires. La première pensée qu'elle a en voyant son fiancé endormi, est-elle émue? Est-elle touchée de l'amour qu'il lui porte? Est-elle gênée de l'angoisse qu'elle a causée? Je ne sais pas exactement où placer sa réaction sur l'échelle des émotions. Merde, quel glu ce type! Plus efficace que de la Sanclounivis de Patex, Amaury de Saint-Sauveur. Mais on n'est pas encore au bout du chapitre, non? Oh, gardez vos nerfs. Amaury se réveille, ils ont une partie de cache-cache endiablée, où elle se transforme peu ou prou en dominatrix. Je me sens pleine de dignité. Salie, tachée par son... Je me sens moi-même. Peut-être est-ce la fin de la course? Peut-être me suis-je enfin trouvée? Alors, c'était pour ça? Toutes ces remises en question? Sans transition, elle annonce à Amaury qu'elle le quitte et qu'elle ne sera pas Madame de Saint-Sauveur. Non, non, elle ne sera la chose de personne. De retour à France TV, Sarah boude et fait la tête à Jalil car, après tout, il est marié et il ne lui a rien dit au moment où ils étaient en train de se faire la bise sur le capot d'une voiture. Mais un matin, Jalil arrive avec quelqu'un. Arrive avec une femme. Oh, sa femme! Il explique que sa femme est la fameuse blogueuse tunisienne. Oui, chapitre 3-4. Elle était la fiancée de son meilleur ami qui est mort pendant les manifestations en Tunisie. Donc Jalil l'a épousée pour qu'elle puisse venir en France, accoucher de son bébé et être protégée des violences qui la menaçaient. Sarah se dit donc « Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! » Jalil et Sarah ont une conversation sur Facebook où ils se promettent de ne plus jamais se mentir. Sarah avoue aussi à Jalil qu'elle n'est pas marocaine, qu'elle a menti. Mais voilà, tant qu'ils ne se mentent plus jamais, tout va bien. Et voilà, c'est ça la résolution. C'est le mensonge le vrai ennemi. Sarah retourne voir Hombeline, son ex-belle-mère à la fondation, pour lui dire qu'elle démissionne. Enfin, elle y va en se sentant elle-même, car elle a enfin mis des habits qui lui ressemblent. S'il n'avait fallu que ça pour te trouver, ma belle. C'est donc les yeux dans les yeux que j'arrive au bureau, vêtue de Dennis Ben Simon rose et marron, d'un jean et d'un t-shirt United Colors of Benetton, imprimé. Lol. Ni nappy, ni banlieusarde. Moi. Après un énième discours hors sol où elle trouve encore l'opportunité de se moquer de Clarisse, qui bien sûr est encore en train de manger un gâteau, car c'est sa seule personnalité, elle va à France TV et elle dévoile qu'elle n'est pas de la diversité et donc qu'elle démissionne. La chef du programme diversité de France TV se révèle être finalement raciste et Sarah se défend en disant que oui, mais bon, comme de sa grand-mère, elle a des origines juives, elle avait un peu sa place dans le programme quand même. Et on en est là. Au revoir France TV, au revoir Fondation. Sarah est enfin libre, elle s'assoit dans un café et respire le doux goût de la liberté. Son portable vibre. Elle a reçu 2 SMS. Le même SMS, mais envoyé de 2 personnes différentes. Amaury et Jalil lui ont tous les deux envoyé un SMS en lui demandant de l'épouser. Que se passe-t-il dans la tête de son fiancé qu'elle a traité comme un loser du début à la fin et d'un mec qu'elle a rencontré il y a 5 jours sur lequel ils n'ont fait que se mentir pour demander de l'épouser?
par SMS en plus. Mais elle ne répond rien et elle ne répondra rien. Car Sarah, en femme indépendante qui s'est enfin trouvée, elle veut prendre du temps pour elle. Pardon, je raccroche. C'est une femme forte et indépendante qui, après avoir légèrement semé le chaos autour d'elle, prend la fuite avec sa carte bancaire pour voyager et se trouver. 3 mois plus tard, Sarah est donc rentrée au gouvernement où elle est en charge d'un programme pour l'égalité des chances. Elle a fait embaucher Ahmed le kebabier, celui qui lui avait offert un kebab où elle pensait que c'était de la viande de chien, en tant que cuisinier de l'Élysée. Amaury Laglu se marie avec Stella, parce qu'ils étaient là et qu'il fallait probablement faire quelque chose d'eux. Aïssatou, plus tard, deviendra présidente de la République française. Leïla, blogueuse tunisienne, deviendra elle aussi présidente, mais de la Tunisie. Paul-Henri, le criminel, deviendra gigolo à Dubaï. Stan Renflement-Brun épousera Matt Pokora. On peut reconnaître qu'au moins tout le monde a eu sa conclusion avec Marlène, même des personnages qui ont eu à peine une réplique, ou pas du tout de réplique d'ailleurs, dans le livre. Ah oui, et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Sarah habite maintenant en Seine-Saint-Denis et elle vit avec Jalil, mais hors mariage. Ils n'ont pas besoin de mariage, vu la particularité de leur amour. Voilà, c'était Sexe, mensonge et banlieue chaude de Marie Milleni. Et vous savez quoi ? C'est une bonne chose que les femmes écrivent des fictions érotiques. Et je n'ai pas de problème avec le fait que, objectivement et subjectivement, le livre soit mal écrit. J'estime, surtout lorsqu'il y a un éditeur derrière, c'est-à-dire qu'ils font un travail pour améliorer la qualité d'un livre, et pas seulement sa promotion, que c'est la responsabilité des éditeurs. Ça ne veut pas dire que la nullité de l'écriture est imputable aux gens qui travaillent dans les maisons d'édition et souvent n'ont pas forcément le choix des manuscrits sur lesquels ils vont travailler, mais si la publication d'un tel livre, celui-là ou un autre, est le résultat d'un flagrant copinage, au mépris d'un minimum de qualité d'écriture qu'on est en droit d'attendre, alors pour moi, ça en dit beaucoup plus long sur cette maison d'édition, les motivations des personnes qui prennent des décisions au sein de cette maison d'édition, que l'auteur ou l'autrice de ce livre nul. Ne vous en déplaise. Et un autre aspect sur lequel je ne suis pas forcément d'accord avec des choses qui se disent, c'est quand on compare ce livre, ou d'autres d'ailleurs, à du Wattpad, à des fanfictions. Ces plateformes et les écrits qui sont publiés sont moqués, sont discrédités, c'est la lie de la littérature pour beaucoup de gens qui ne considèrent que c'est même pas de la littérature. Et c'est vrai que l'écriture que l'on trouve sur ces plateformes peut être, disons, largement améliorable. C'est vrai. Mais c'est injuste car pour moi ce serait comme comparer une œuvre, un croquis, un dessin qu'on va faire justement en cours de dessin et une œuvre exposée dans une galerie qu'on peut acheter et qu'on n'aime pas. À la différence des gens qui écrivent sur ces plateformes, Marlène est publiée, on peut acheter ses livres avec du vrai argent et elle gagne du vrai argent même si c'est pas beaucoup avec ses livres. Et en plus, elle est une femme adulte à responsabilité et souvent les gens de ces plateformes sont des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. Maintenant qu'on a beaucoup rigolé et qu'on s'est beaucoup affligé aussi à la lecture de ce livre, pourquoi en fait c'est intéressant de l'avoir lu ? Je l'ai pointé du doigt plusieurs fois dans la vidéo, Marlène Schiappa fait le choix d'un sarcasme constant et débridé. Sarah Bastide, son personnage principal, se moque de tout le temps. Mais regardons un petit peu en conclusion de qui l'on se moque et comment. On se moque des riches, mais on s'en moque tellement mal, tellement à rebours, voire à contresens complet de la réalité de ces classes d'élite, que la moquerie devient vide de sens. Et au final, s'est-on vraiment moqué des riches ? Parce que Sarah Bastide n'a eu à subir aucune conséquence pour ses actions, c'est-à-dire elle a quand même intégré un programme diversité qui ne lui était pas destiné, et en plus, grâce à son poste dans ce programme diversité, elle a eu 3 mois plus tard un poste au gouvernement en tant que conseillère diversité. Deuxième chose, on se moque de la Fondation pour les femmes, qui est certes fictive, mais on va parler des dépenses à outrance qui n'ont aucun impact, si ce n'est entretenir les réseaux de sociabilité des grands bourgeois. Cela dénote une critique qui n'est que trop récurrente en fait du monde associatif et philanthropique, qu'il n'est qu'une façade, qu'il ne sert à rien, que l'impact est minime et que finalement, c'est une vaste blague. Idem pour les programmes diversité. Ensuite, on se moque des gens
particulièrement des journalistes qui entretiennent les clichés sur la banlieue, mais sans proposer une autre représentation, quelle qu'elle soit, de cette banlieue, avec des personnages complètement désincarnés. Ces personnages se retrouvent donc relégués aux mêmes stéréotypes qu'on dit critiquer. Et enfin, cette fameuse posture féministe qui me fait penser à la posture féministe de Mona Chollet, c'est-à-dire un féminisme de façade, intéressé, égoïste, et qui, fondamentalement, est l'autre revers de la pièce de la domination des élites. C'est une autre manière de l'entretenir. J'en reparlerai plus longuement dans une autre vidéo dédiée à Mona Chollet, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de montrer tout ça. On peut se dire que j'accorde trop d'importance et que j'ai fait trop de place à un livre érotique qui finalement n'est que peu de choses, n'est pas si sérieux, si important. À date de publication de ce livre, Marlène Schiappa, en 2014, avait déjà de l'influence, elle avait déjà des responsabilités dans le monde politique. Les représentations qui sont dans son livre sont intéressantes car elles sont le fondement des politiques qui sont menées depuis maintenant déjà 2 mandats. Maintenant, j'entends parfaitement qu'il s'est écoulé 10 ans depuis la publication de ce livre. Et donc, que la plume de Marlène Schiappa a dû évoluer car elle a exercé des postes de la plus haute responsabilité au sein du gouvernement. Je suis curieuse de savoir comment a évolué son écriture, les représentations qu'elle propose et, globalement, son discours. Ce sera l'occasion d'une deuxième vidéo sur Scandale de Marlène Schiappa, dont le résumé est somme toute assez intriguant. Une ministre de l'Intérieur tombe follement amoureuse d'un joueur de basket. Et croyez-moi, les dingueries ne font que commencer. Allez, bye!